Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'œuvre d'un philosophe qui, presque 2000 ans après sa mort, est partout. Ah oui, on le voit chez les coachs en développement personnel dans la Silicon Valley. Exactement. On parle bien sûr de Sénèque, le grand maître du stoïcisme romain. Et on va s'appuyer sur une source bien précise. Oui, on a une édition qui rassemble les 29 premières de ces fameuses lettres à Lucilius. Et ce qui est génial avec ces lettres, c'est que ce n'est pas de la théorie pure. Non, c'est presque un manuel pratique, un programme d'entraînement pour l'esprit, sur mesure. C'est ça, une correspondance très personnelle. Notre mission aujourd'hui, c'est d'en extraire les leçons les plus percutantes sur la gestion du temps, la peur de la mort, l'amitié. Et de voir comment cet enseignement si ancien nous parle encore. Tout à fait. On va décortiquer ça en 3 temps. D'abord l'homme, Sénèque, et ses contradictions. Ensuite, sa méthode de coaching philosophique. Et enfin, on ira au cœur de son message. C'est parti. Allons-y. Alors, pour commencer, il faut parler du bonhomme. Sénèque, ce n'est pas le sage qui médite au fond d'une grotte, hein. Ah non, pas du tout. C'était un des hommes les plus riches et les plus puissants de Rome. Un sénateur, un homme d'affaires et surtout le conseiller de l'empereur Néron. Ça pose tout de suite un problème, non? C'est le grand paradoxe de Sénèque. Prêcher le détachement quand on est richissime. C'est compliqué. On lui a beaucoup reproché. L'historien Tacite, par exemple, brosse un portrait de lui très nuancé. Ah, il n'est pas tendre, Tacite. Non, il lui reproche sa fortune colossale et surtout sa compromission, au moins passive, dans les crimes de Néron. On parle des meurtres de Britannicus et même d'Agrippine, la mère de l'empereur. Et c'est là que ça devient fascinant. Comment un type qui écrit des choses aussi sublimes sur la vertu arrive à naviguer là-dedans? Comment il a pu concilier tout ça? Eh bien, il a utilisé le stoïcisme comme une sorte de boîte à outils, en fait, de manière très, très pragmatique pour résoudre ses conflits moraux. D'accord. Prenons la richesse, par exemple. Alors, sur la richesse, sa défense est subtile. Il ne dit pas qu'il faut être pauvre. Il dit que le sage peut être riche. À condition, Que sa richesse ne le possède pas. exactement, l'important ce n'est pas ce que l'on possède, mais de ne pas en être esclave. C'est la fameuse critique faite: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais». C'est un peu facile quand on a des villas partout, hein. Il en est conscient. Pour lui, la fortune est une sorte de test permanent. Ça lui permet de s'exercer au détachement. En gros, il dit, si demain le destin me reprend tout, eh ben je resterai le même. C'est un outil, pas une fin en soi. Voilà, c'est un indifférent préférable dans le jargon stoïcien. Le vrai bonheur est ailleurs. D'accord. Et pour le pouvoir? Pour la proximité avec un tyran comme Néron? Ça, c'est encore plus dur à justifier. Là, il se base sur deux concepts stoïciens. Le premier, c'est l'amour fati. L'amour du destin. Oui. L'idée que on ne choisit pas sa place dans le monde. Le destin l'a mis là, à côté de Néron, et son devoir, c'est de jouer son rôle du mieux qu'il peut. Essayer d'être une influence positive, quoi. Une sorte de politique du moindre mal. Rester pour éviter que ce soit encore pire. C'est exactement ça. Et ça nous amène au deuxième concept, l'eucharia, l'art de saisir le bon moment. C'est-à-dire? C'est-à-dire que face à un tyran, on ne peut pas foncer dans le mur. Il faut savoir s'adapter, plier, attendre le bon moment pour agir ou pour parler. Ce n'est pas de la lâcheté pour lui, c'est de la survie intelligente. Avec une porte de sortie si ça devient intenable? La porte de sortie ultime, oui, le suicide, qui, pour un stoïcien, est le dernier acte de liberté quand la dignité n'est plus possible. Ok. Donc on a ce personnage complexe qui essaye de faire cohabiter ses idéaux et une réalité politique, disons sordide. J'imagine que ces lettres à Lucilius sont le lieu où l'on voit tout ça à l'œuvre. C'est précisément là, c'est son laboratoire. Ce ne sont pas des traités abstraits, c'est une correspondance très personnelle avec son ami Lucilius. Et qui est ce Lucilius? C'est un homme qui lui ressemble. Un chevalier romain qui fait carrière, qui est ambitieux, cultivé. Sénèque voit un peu en lui une version plus jeune de lui-même, avec les mêmes défauts, les mêmes tentations. Donc en fait, en donnant des conseils à Lucilius, Il se parle à lui-même. c'est une sorte d'autothérapie par l'écriture. Absolument. Il le dit lui-même. En enseignant, j'apprends. Ils font le chemin à deux. Et sa pédagogie est très concrète. Il ne commence jamais par un grand cours théorique. Il part du vécu Toujours. La toute première lettre, par exemple, elle porte sur le temps qu'on gaspille au quotidien. et ça continue comme ça. C'est systématique. Dans la lettre 7, il part d'une description des jeux du cirque pour critiquer l'influence de la foule. Il a cette phrase terrible « Je reviens de là, plus avide, plus ambitieux, plus débauché ». Pour lui, la foule, ça anesthésie la conscience individuelle. Exactement. C'est un avertissement
très moderne contre la pensée de groupe. C'est fou, on pense tout de suite aux réseaux sociaux. Totalement. Dans la lettre 12, il se rend compte qu'il a vieilli en visitant une de ces vieilles maisons de campagne. Ça devient une méditation sur la vieillesse. Dans la 15, il critique les athlètes. Ah bon? Oui, pas le sport en soi, mais ceux qui ne musclent que leur corps et laissent leur âme en friche. À chaque fois, un détail du quotidien devient une leçon de vie. Et en lisant ses premières lettres, il y a un truc qui m'a vraiment surprise. Il cite Épicure en permanence. Ah oui, C'est quand même le chef de l'école rivale, l'ennemi juré des stoïciens. C'est un peu étrange, non? pourquoi cette stratégie? C'est une stratégie pédagogique absolument géniale. C'est une sorte de judo intellectuel. C'est-à-dire? On devine que Lucilius, à la base, a des sympathies pour l'épicurisme, pour la recherche du plaisir, même modéré. Alors, au lieu de lui dire Épicure a tort frontalement, Mhm. il la patte. C'est ça. Il lui dit, regarde, même ton cher Épicure a dit des choses très justes, des choses qui ressemblent à ce que nous, les stoïciens, on pense. Il l'amène sur son terrain pour mieux le... Le retourner. Exactement. Il prend une maxime d'Épicure sur le fait de se contenter de peu, par exemple, et il montre que les stoïciens vont encore plus loin. Il oppose la philosophie du plaisir à celle de la vertu. Et à la fin, après des mois de ce petit jeu, Il arrête. Oui, à la fin de la 29e lettre, il lui dit, en gros, c'est bon, le jeu est terminé. Maintenant, tu es assez fort, tu dois penser par toi-même. Le coaching a réussi. c'est d'une habileté incroyable. Alors, si on plonge au cœur du message, justement, quelles sont les grandes leçons à retenir? Vous avez mentionné la toute première lettre sur le temps. C'est le point de départ de tout. C'est fondamental et c'est brutal. Il écrit le temps seul est à nous. C'est la seule chose qu'on possède et on laisse tout le monde nous la piquer. Une grande partie de notre vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, et la vie tout entière à faire autre chose que l'essentiel. C'est une phrase terrible. Terrible, mais nécessaire. L'idée, c'est de devenir propriétaire de son temps, de sa propre existence. Et pour ça, il faut avoir conscience de notre finitude. J'ai noté cette phrase. Nous ne recevons pas une vie courte, nous la rendons courte. C'est ça. Et il ajoute, nous mourrons chaque jour. Une pensée très forte. Essentiel. Il dit que regarder la mort loin devant est une erreur. En grande partie, elle est déjà passée. Chaque jour qui s'écoule, c'est un jour qui appartient déjà à la mort. Et ce n'est pas fait pour angoisser. Non, au contraire, c'est fait pour nous réveiller, pour nous forcer à vivre chaque instant avec intention, avec intensité. Ce qui nous amène directement à l'autre grand thème, la peur de la mort elle-même. Comment on s'y prépare? Il propose un entraînement mental bien précis, la premeditatio futurorum malorum. La préméditation des mots à venir. Ça sonne un peu barbare, mais en fait, c'est ce que les coachs appellent aujourd'hui la visualisation négative. C'est exactement ça. S'imaginer le pire, perdre son travail, tomber malade. Pas pour déprimer, mais pour s'y préparer. C'est comme un vaccin contre l'anxiété. Voilà, envisager le pire permet de le désamorcer. D'abord, on se rend compte qu'on pourrait y survivre. Et puis, si ça arrive vraiment, le choc est moins violent. Et sur la mort, Sur la mort, il a cette formule dans la lettre 4. Elle n'est pas à craindre, car ou elle n'arrive pas, ou elle passe vite. Et il y a cette phrase choc, presque une provocation. quiconque méprise sa vie est maître de la tienne. Oui, l'idée que celui qui n'a plus peur de mourir est vraiment libre. Personne n'a le prix sur lui. C'est l'arme ultime contre la tyrannie. Et dans la lettre 24, il va encore plus loin. Il utilise des exemples historiques extrêmes pour marquer l'imagination de Lucilius. Comme le suicide de Caton. Oui, il lui raconte en détail Caton d'Utique qui se déchire les entrailles pour ne pas se soumettre à César, ou Mucius Caevola qui brûle sa main dans un brasier pour montrer sa détermination. C'est d'une violence. Le but, c'est qu'on fasse pareil alors. Non, bien sûr que non. Le but, c'est pas l'imitation, c'est une technique psychologique. Il veut impressionner et fortifier l'imagination de son disciple. Pour se blinder l'esprit. C'est ça. En lisant ces récits, l'esprit s'endurcit contre la peur de la douleur et de la mort. Il allie la raison et la sensibilité pour nous rendre plus résilients. C'est une philosophie exigeante, très centrée sur l'individu. Quelle place y reste pour les autres? Pour l'amitié? Le sage stoïcien n'est pas censé se suffire à lui-même? C'est un autre paradoxe fascinant qu'il aborde dans la lettre 9. Et la réponse est oui. Le sage se suffit à lui-même pour être heureux. Son bonheur ne dépend de rien d'extérieur. Mais, Il y a un mais. un mec crucial, il désire quand même avoir des amis. Mais pourquoi? S'il n'en a pas besoin, au sens strict,
Parce que l'amitié stoïcienne, ce n'est pas un contrat utilitaire. L'ami n'est pas là pour nous dépanner en cas de coup dur. Ce n'est pas une assurance vie. Non. L'amitié est une fin en soi. C'est le terrain d'exercice parfait pour la vertu. C'est avoir quelqu'un pour qui mourir, dit-il. Avoir un ami, c'est une occasion de pratiquer la loyauté, la générosité, le courage. Donc l'ami n'est pas un moyen pour mon bonheur, mais plutôt un partenaire avec qui je peux devenir une meilleure personne. Vous avez tout compris. Et la lettre cite cette formule magnifique d'Hécaton. Si tu veux être aimé, aime. L'amitié est un acte, une décision, pas un sentiment passif. Quand on prend un peu de recul sur tout ça, on a l'impression que ces conseils, écrits dans un monde si différent, s'adressent directement à nous. C'est parce que sa mission, au fond, c'est de donner des outils pour se reconstruire dans une époque de crise. Et les crises, elles se ressemblent. Sa réponse, c'est toujours la même. La solution est intérieure. Il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on ne contrôle pas. Voilà. L'opinion des autres, la situation économique, la maladie, et se recentrer sur la seule chose qui dépend de nous, notre monde intérieur, nos jugements, nos choix, nos réactions. La fameuse citadelle intérieure. Toujours. Sa philosophie, c'est moins une science qu'un effort pour exister. Il ne donne pas un savoir, il propose des exercices, un entraînement quotidien. Et tout cet entraînement culmine en fait dans cette idée qui boucle la boucle. Apprendre à mourir, c'est encore essayer de vivre. C'est le cœur de son message. Penser à la mort n'est pas du tout morbide. Au contraire, c'est ce qui donne son véritable prix à la vie. Se confronter à sa finitude nous oublie à nous poser la seule question qui vaille finalement. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? C'est un appel à l'action, un appel à se changer soi-même. C'est vrai, et ça soulève une dernière question qui est presque une provocation pour notre époque. Sénèque, il pousse Lucilius à se retirer de la vie publique, à trouver du temps pour l'otium, ce loisir studieux. Oui, pour se consacrer à la philosophie. Quelle place on peut vraiment faire pour ce genre de retraite intérieure? Cette retraite que Sénèque, lui, jugeait essentielle au bonheur. Est-ce que c'est devenu un luxe inaccessible ou est-ce que c'est une nécessité qu'on a complètement oubliée?